ma copine m'a forcé à accepter une relation libre pour pouvoir parader en ville avec une demi-douzaine d'hommes différents, tout en me gardant à la maison comme son fidèle plan de secours. Alors, j'ai décidé de jouer selon ces nouvelles règles, j'ai couché avec sa meilleure amie depuis 10 ans, qui, elle, avait de vrais sentiments pour moi, et j'ai regardé, avec une satisfaction absolue, son monde entier imploser de façon spectaculaire. Moi, Mia, 29 ans, je n'aurais jamais cru, pas en 1 million d'années, que je me retrouverais à déballer ma vie privée sur Internet. Mais les événements de ces derniers mois ont été si incroyablement bizarres, manipulateurs, et finalement libérateurs, que je dois absolument sortir ça de ma tête. Jusqu'à très récemment, je croyais sincèrement avoir une relation à toute épreuve avec ma copine, Chloé, 28 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans et demi, et nous vivions ensemble depuis 2 ans. Honnêtement, tout se passait si parfaitement que je passais secrètement mes pauses déjeuner au travail à regarder des bagues de fiançailles. J'avais un dossier caché sur mon téléphone, avec différents types de tailles et de montures, essayant de deviner si elle préférerait une taille princesse ou un ovale classique. Voilà à quel point j'étais investi. Nous nous étions rencontrés par des amis communs, lors d'une soirée quiz dans une brasserie locale. C'est une histoire d'origine super banale. Elle a ri de mes terribles blagues de papa, j'ai été charmé par sa compétitivité acharnée sur les questions de pop culture, et le courant est passé instantanément. Nous avons commencé à nous fréquenter exclusivement presque tout de suite. Après environ 1 an et demi, nous avons pris un appartement ensemble, car c'était tout simplement logique sur les plans logistiques et financiers. Nous passions notre temps à vivre dans nos sacs de voyage respectifs. Quoi qu'il en soit, nous nous étions construits une belle et confortable vie à deux. Nous avions nos rituels sacrés, les gaufres maison le dimanche matin, les longues promenades dans les jardins botaniques après le travail pour décompresser, et les vendredis soirs passés à commander des quantités absurdes de nourriture thaïlandaise. Tout en regardant les pires émissions de télé-réalité qu'elle pouvait trouver, pendant que je jouais distraitement à des jeux sur mon téléphone, à côté d'elle. C'était la vie normale et heureuse d'un couple. Chloé travaille comme coordinatrice en relations publiques pour une entreprise technologique de taille moyenne, et je suis directeur des opérations pour une société de logistique. Nous gagnons tous les deux bien notre vie. Nous avons un solide groupe d'amis en commun et nos familles s'adorent. Ma mère était déjà en train de tricoter un pull de Noël pour Chloé, et son père m'envoyait constamment des SMS pour parler de football fantasy. Nous étions ce couple insupportable que nos amis célibataires montraient du doigt en disant « Vous me redonnez espoir en l'amour véritable ». Oui, je sais exactement à quel point cela semble pathétique avec le recul. Tout était parfaitement, merveilleusement normal, jusqu'à un mardi soir ordinaire. Nous étions assises à notre table de salle à manger, en train de manger du poulet parmesan. Chloé parlait d'un lancement de produits stressants au travail, et j'écoutais attentivement, au milieu d'une bouchée de pain à l'ail, quand elle s'est brusquement arrêtée, m'a regardé droit dans les yeux et a lancé « Et, que penserais-tu si on essayait une relation libre ?» J'ai littéralement arrêté de mâcher. Ma main, qui tenait le pain à l'ail, s'est figée en l'air. Je l'ai fixée, attendant la chute, pensant que j'avais du mal à entendre à cause du bourdonnement du réfrigérateur. Mais non, elle n'a pas ri. Elle a continué à parler, ses mots s'enchaînant avec un rythme étudié, presque répété. Elle s'est lancée dans un long discours, expliquant qu'elle avait lu des tas d'articles en ligne, écouté des podcasts sur la non-monogamie éthique, et que de nombreux couples modernes s'y essayaient. Elle affirmait que cela nous aiderait à grandir en tant qu'individus, nous empêcherait de nous sentir étouffés, et rendrait finalement notre relation de base beaucoup plus forte. A-t-il quelqu'un en particulier que tu veux fréquenter ? Ai-je demandé immédiatement, ma voix sonnant creuse et distante à mes propres oreilles. Parce que, soyons honnêtes, c'est la toute première pensée qui traverse l'esprit de toute personne saine. Qui, sain d'esprit, propose soudainement d'ouvrir une relation monogame de 3 ans, un mardi soir comme les autres, à moins d'avoir déjà quelqu'un en tête ? Chloé est instantanément devenue sur la défensive. Sa posture s'est raidie et elle a agité les mains d'un air dédaigneux. Non, mon Dieu, non. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est à propos de personne en particulier. Je pense juste que ce serait incroyablement bénéfique pour nous d'explorer un peu plus qui nous sommes. Nous sommes encore dans la vingtaine, et je ne veux pas qu'on se réveille dans 10 ans. Mariés avec des enfants, à se rejeter mutuellement la faute et à nous demander ce qu'on a manqué dans notre jeunesse. Je suis resté assise là, mon cerveau complètement bloqué, essayant de traiter l'absurdité totale de la situation. C'était la même fille qui, 6 mois plus tôt,
m'avait boudé toute une soirée parce qu'une barmaid m'avait souri 2 secondes de trop en me rendant la monnaie. Et maintenant, elle suggérait nonchalamment que nous commencions à coucher avec d'autres personnes, comme si elle proposait d'essayer un nouveau restaurant de sushi au coin de la rue. « As-tu été malheureuse avec nous ?» ai-je demandé, la poitrine serrée. J'ai commencé à chercher frénétiquement dans ma mémoire, essayant de voir si j'avais manqué des signaux d'alarme évidents. Est-ce que je travaillais trop? N'étais-je pas assez affectueuse? Pas du tout, a-t-elle insisté, tendant la main sur la table pour saisir la mienne. Sa prise était ferme, presque désespérée. Je t'aime. J'aime notre vie. Il ne s'agit pas de mon malheur, je te le promets. Il s'agit de faire passer notre relation au niveau supérieur. Pense-y. Nous pourrions toutes les deux sortir, nous amuser, expérimenter de nouvelles choses, mais à la fin de la nuit. Nous rentrons toujours l'une chez l'autre. C'est le meilleur des deux mondes. Tellement de couples disent que ça ravive complètement leur flamme. J'étais complètement sans voix. Mon appétit a disparu instantanément. Le poulet parmesan devant moi ressemblait soudain à une assiette de carton mouillé. Mon estomac se retournait violemment. Chloé, en revanche, était pratiquement rayonnante. Elle était animée, les yeux grands ouverts et excités, alors qu'elle commençait à me bombarder de concepts, fixer des limites, établir des règles, maintenir une transparence totale. Mais tout ce que j'entendais était un bruit blanc. Tout ce que je pouvais penser, c'était « d'où diable cela sort-il ?» Et pourtant, et je sais que cela me fait passer pour la plus grande et la plus pathétique des béni-oui-oui de la planète, j'ai fini par dire « d'accord ». Je n'ai pas dit oui parce que je le voulais. Je n'ai pas dit oui parce que je croyais en cette philosophie. J'ai dit oui à cause de l'empressement terrifiant dans ses yeux. La façon dont elle se penchait sur la table, vibrant presque d'excitation, m'a fait comprendre douloureusement qu'elle avait déjà pris sa décision bien avant ce dîner. Dire non à ce moment-là, c'était comme claquer une porte qu'elle avait de toute façon l'intention de franchir. « Tu es sûr que ça te va ?» a-t-elle demandé, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude, comme si elle me donnait réellement un choix légitime. « On n'est vraiment pas obligé si tu n'es pas à l'aise. Tes sentiments comptent pour moi. » Je l'ai regardée, voyant à quel point elle voulait désespérément que je valide ses désirs égoïstes. Quelque part, au fond de mon esprit, une petite sonnette d'alarme retentissait, me disant que ce n'était pas du tout un choix. Que cela me plaise ou non, les fondations de notre relation étaient déjà en train de se fissurer. Si je voulais comprendre ce qui se passait vraiment, si je voulais voir son vrai visage, je savais que je devais jouer le jeu. « Non, c'est bon », ai-je menti, forçant un hochement de tête raide. « Si tu penses vraiment que ce sera bon pour nous, on peut essayer. » Et juste comme ça, avec quelques mots réticents, je suis entré dans un cauchemar auquel je ne croyais pas, sachant au plus profond de moi que j'étais déjà en train de perdre la femme que je pensais épouser. Dès que les mots ont quitté ma bouche, Chloé a pratiquement bondi de sa chaise. Elle est devenue incroyablement excitée, se lançant immédiatement dans un monologue sur la façon dont nous devrions créer nos profils sur les applications de rencontres ensemble, comment nous avions besoin d'un système de calendrier partagé pour nous informer mutuellement de nos rendez-vous prévus. Et tous ces petits détails logistiques complexes auxquels elle avait clairement passé des semaines, voire des mois, à réfléchir. Pendant ce temps, je restais assise là, à fixer mon dîner froid, me demandant depuis combien de temps j'étais complètement aveugle. Le reste de cette nuit a été atrocement bizarre. Nous sommes passés sur le canapé et avons regardé la télévision comme nous le faisions toujours, mais mon esprit tournait à 1 million de kilomètres à l'heure. Chloé était blottie contre moi, sa tête reposant sur mon épaule, agissant comme si tout était parfaitement normal dans l'univers, comme si elle ne venait pas de démolir les piliers de notre relation à coups de masse. Je n'arrêtais pas de vouloir mettre la télé en pause, me tourner vers elle et tout reprendre, crier que je n'étais pas du tout d'accord pour la partager. Mais chaque fois que je baissais les yeux, elle faisait défiler agressivement son téléphone, un petit sourire suffisant aux lèvres. À chaque seconde qui passait, j'avais de plus en plus l'impression de venir de signer mon propre arrêt de mort émotionnelle. Cette nuit-là, allongé dans le lit, je n'ai pas dormi une seule seconde. Chloé s'est endormie en quelques minutes, respirant paisiblement à côté de moi, complètement sereine. Je suis resté à fixer le plafond sombre, la poitrine serrée par une anxiété suffocante. Une partie de moi voulait la secouer pour la réveiller et lui dire non. Mais la partie plus sombre et plus réaliste de moi avait terriblement peur que si je retirais ma permission, elle le ferait simplement dans mon dos ou, pire encore, ferait ses valises et me quitterait pour quelqu'un d'autre. J'ai passé toute la nuit à rejouer les 6 derniers mois de notre vie,
à la recherche de signes. Notre vie sexuelle était-elle ennuyeuse? Est-ce que je ne gagnais pas assez d'argent? Y avait-il déjà un gars à son bureau avec qui elle voulait coucher? Les questions étaient sans fin, et je n'avais absolument aucune réponse. Je ne savais pas encore que cette nuit blanche n'était que la pointe de l'iceberg. Les choses allaient devenir bien plus tordues que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les choses ont commencé à changer à une vitesse vertigineuse dès le lendemain. Chloé a passé tout le mercredi soir assise en tailleur sur le tapis de notre salon, à créer ses profils Tinder et Bumble. Elle a même eu l'audace de me demander de l'aider à choisir les photos qui la rendaient la plus accessible mais sexy, comme s'il s'agissait d'une activité de couple tout à fait normale et amusante. Elle m'a même tendu son téléphone et m'a demandé de prendre quelques nouvelles photos d'elle près de la fenêtre, pour une meilleure lumière. Oui, je sais. Je me suis tenu là, le téléphone de ma copine à la main, lui disant d'incliner la tête et de sourire, prenant des photos pour qu'elle puisse les utiliser pour attirer d'autres hommes. J'avais la nausée. J'ai essayé de créer mon propre profil, juste pour faire semblant de participer à cette grande expérience, mais mon cœur n'y était vraiment pas. Chaque fois que j'essayais de taper une bio, mes doigts se figeaient. Qu'est-ce que j'étais censé écrire? Dans une relation aimante et engagée, mais ma copine m'a forcé à faire ça, donc je cherche une distraction. Le concept tout entier me donnait la chair de poule. Chloé savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait que je suis une grande introvertie. Elle savait que j'ai un travail exigeant qui me laisse épuiser et que je n'ai aucune énergie sociale restante pour aller dans les bars et faire la conversation avec des inconnus. Je lui avais explicitement dit à plusieurs reprises par le passé à quel point je détestais la scène des rencontres modernes. Elle a utilisé cette connaissance comme une arme. Elle s'attendait pleinement à sortir, à s'amuser, à coucher à droite à gauche, et à revenir à notre appartement en sachant que je serais assise là, sur le canapé, à l'attendre comme un bon chien fidèle. Sans surprise, Chloé a obtenu des matchs instantanément. Elle est indéniablement magnifique, extravertie et charmante. Mais ce qui m'a vraiment brisé, c'est la vitesse terrifiante à laquelle elle a commencé à donner suite à ces matchs. 5 jours après cette conversation initiale, elle avait déjà 3 rendez-vous distincts de prévus. 3. Elle me mettait littéralement son téléphone sous le nez pendant que j'essayais de lire, exhibant leur profil comme si nous étions 2 adolescentes en train de potiner lors d'une soirée pyjama. « Regarde ce gars », disait-elle en montrant un selfie de salle de sport lourdement filtré. C'est un coach de CrossFit dans cette immense salle de sport du centre-ville. Il m'emmène boire des cocktails jeudi. Je forçais un sourire sans âme, hochais la tête et marmonnais, « Amuse-toi bien », tandis que mon estomac se tordait en nœuds douloureux. La première fois qu'elle s'est réellement préparée pour un rendez-vous, j'ai cru que j'allais vomir. Elle avait fait du shopping cet après-midi-là et avait acheté une nouvelle robe carmin moulante que je n'avais jamais vue. Elle a passé près de 2 heures dans la salle de bain à se coiffer et se maquiller. Quand elle est finalement sortie dans le salon, suivie d'un nuage de parfum cher, elle a fait une petite pirouette. « Comment tu me trouves ?» a-t-elle demandé, les yeux pétillants d'anticipation. « Tu es superbe », ai-je réussi à articuler, en fixant une robe qui coûtait probablement plus cher que nos 3 derniers dîners d'anniversaire réunis. Elle est partie vers 19h. Elle n'est pas rentrée avant bien après 2 heures du matin. Quand j'ai enfin entendu la porte d'entrée se déverrouiller, je me suis retourné et j'ai fait semblant d'être profondément endormi. Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi, sentant le whisky et le parfum bon marché d'un autre. Elle gloussait doucement pour elle-même, l'écran de son téléphone illuminant la pièce sombre alors qu'elle envoyait des SMS à quelqu'un pendant encore 45 minutes avant de finalement s'endormir. Le lendemain matin, elle fredonnait joyeusement en préparant le café, dansant presque dans la cuisine comme si elle venait de gagner au loto. C'est rapidement devenu notre nouvelle et angoissante normalité. J'ai commencé à tenir un journal mental de son emploi du temps, principalement parce que je ne pouvais m'empêcher d'y penser obsessionnellement. Le lundi soir, c'était vert avec le coach de CrossFit. Le mercredi, un dîner tardif avec un conseiller financier à l'air arrogant. Le vendredi, une sortie toute la nuit avec un type qui possédait une brasserie artisanale locale. La gamme d'hommes qu'elle voyait était honnêtement stupéfiante. Et chaque fois qu'elle rentrait, elle avait l'air rougie, épuisée et incroyablement heureuse. J'ai commencé à vérifier les lieux qu'elle taguait dans ses stories Instagram. Je sais que c'est pathétique et ce n'est pas mon moment de plus grande fierté, mais je perdais la tête. J'avais besoin de connaître la réalité de ce qui se passait. Un jeudi soir, alors qu'elle disait qu'elle allait juste manger un morceau avec un nouveau gars, j'ai conduit ma voiture devant le restaurant de tapas chic qu'elle avait tagué.
Je me suis garé de l'autre côté de la rue, assis dans le noir comme un pervers, et j'ai regardé à travers les immenses baies vitrées. Je l'ai vue assise au bar faiblement éclairé, à côté d'un grand type en costume sur mesure. Elle riait aux éclats, la tête en arrière, sa main posée de manière intime sur sa cuisse. Elle le regardait avec ce regard intense et entièrement concentré, exactement de la même manière qu'elle me regardait pendant notre première année ensemble. L'avoir touché physiquement un autre homme, c'était comme prendre un coup de batte de baseball dans les côtes. Mais honnêtement, le pire n'était même pas les rendez-vous. Le pire, c'était la façon dont elle changeait quand elle était à la maison. Elle a commencé à traiter notre appartement comme un hôtel et moi comme une colocataire légèrement agaçante. Elle a complètement cessé d'initier tout contact physique. Fini les câlins impromptus dans la cuisine, fini les moments blottis sur le canapé. Elle était perpétuellement collée à son téléphone, un sourire secret constant sur le visage pendant qu'elle tapait. Notre tradition sacrée des gaufres du dimanche. Complètement abandonnée dès la 2e semaine, parce qu'elle était soudainement trop épuisée de ses rendez-vous du samedi soir, ou qu'elle se dépêchait de sortir pour retrouver quelqu'un pour un brunch. J'ai essayé de communiquer. Vraiment. Un soir, alors qu'elle repassait frénétiquement un chemisier pour une autre soirée, je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai essayé de paraître décontracté. Et, tu ne trouves pas que tu sors beaucoup? Genre, peut-être un peu trop? Elle a arrêté de repasser, me regardant comme si je venais de lui demander de quelle couleur était le ciel. C'est littéralement tout le but d'une relation libre, n'est-ce pas? Rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles expériences. Tu devrais vraiment essayer aussi. Sérieusement, laisse-moi regarder ton profil Bumble, je peux arranger ta bio pour toi. Mais je ne voulais pas que ma bio soit arrangée. Je voulais retrouver ma petite amie. Je voulais la fille qui était folle de joie à l'idée de commander une grande pizza au pepperoni et de porter des pantalons de survêtement trop grands un vendredi soir. Je ne reconnaissais pas cette étrangère maniaque et hyper sociale qui passait son temps à mettre du rouge à lèvres et à se précipiter dehors. À la 3e semaine, elle se préparait pour son 7e ou 8e rendez-vous, j'avais honnêtement perdu le compte, et j'ai atteint mon point de rupture. Je ne pouvais plus rester assise dans cet appartement et la regarder appliquer du mascara pour un autre homme une seconde de plus. J'ai attrapé ma veste et je suis pratiquement sorti en courant, marchant sans but pendant des kilomètres jusqu'à ce que j'arrive au parc tranquille où nous avions eu notre premier pique-nique d'anniversaire. Je suis resté assise sur un banc glacial pendant 3 heures, à regarder dans le noir, essayant de comprendre comment toute ma vie s'était désintégrée en moins d'un mois. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. C'était Chloé. J'espère que tu vas bien. Ne m'attends pas, je passe un moment incroyable. Envoyant un baiser, chaque emoji, chaque mot, c'était comme si elle enfonçait joyeusement un couteau dentelé dans mon dos. Le lendemain matin, elle a eu l'audace d'essayer de me raconter une anecdote amusante sur son rendez-vous de la veille, une histoire sur le type qui avait renversé du vin sur ses chaussures chères. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste levé de l'îlot de cuisine, j'ai vidé mon café dans l'évier et je suis parti. Elle m'a suivi dans la chambre, véritablement confuse. C'est quoi ton problème? Je pensais que tu étais d'accord avec ça. Tu as littéralement dit que ça te convenait. Ouais, eh bien, peut-être que je suis complètement malheureuse, ai-je finalement lâché, me tournant pour lui faire face. Peut-être que je déteste ça. Elle a levé les yeux au ciel, croisant les bras sur la défensive. Mais tu pourrais sortir aussi. Tu choisis activement de rester à la maison et de bouder. Tu te rends malheureuse toi-même. Ce n'est pas ma faute. C'est à ce moment précis que les œillères sont finalement tombées. Elle ne comprenait vraiment, fondamentalement, pas. Il lui manquait l'empathie de base pour comprendre que je ne voulais pas coucher avec une rotation de femmes aléatoires. Je la voulais, elle. Mais la Chloé que je voulais, celle qui aimait notre vie tranquille, ennuyeuse et loyale, était morte. Elle avait été remplacée par cette narcissique égoïste et en quête de sensations fortes, qui se promenait dans notre appartement comme si elle avait débloqué un niveau d'existence secret et éclairé que mon cerveau primitif et monogame était tout simplement trop stupide pour comprendre. Elle ne ressentait absolument aucune culpabilité. Elle était fière de son nouveau mode de vie. Et le plus exaspérant, c'est qu'elle s'attendait toujours à ce que je paie la moitié du loyer, que je partage les courses et que je sois son ancre émotionnelle lorsque ses rendez-vous étaient médiocres. Elle brûlait notre relation jusqu'aux fondations, se réchauffait les mains au feu, et se demandait pourquoi je grelottais. Il n'y avait rien à réparer. C'était fini.
La prise de conscience m'a frappé comme un train de marchandises. Mais étrangement, elle n'a pas été suivie de tristesse. Elle a été suivie d'une clarté froide, dure et terrifiante. Je n'étais plus seulement brisé. J'étais furieusement, violemment en colère. Je voulais qu'elle ressente exactement la même panique suffocante dans laquelle je me noyais depuis 3 semaines. Je voulais faire voler en éclats sa petite illusion parfaite. Je n'avais pas encore de plan de vengeance concret, mais je savais que mes jours à jouer le petit ami pathétique qui attend étaient entièrement terminés. J'avais juste désespérément besoin de parler à quelqu'un de sain d'esprit, quelqu'un qui pourrait me confirmer que je n'étais pas folle. C'est là qu'intervient Maya. Maya est la meilleure amie absolue de Chloé. Elles se sont rencontrées pendant leur première année d'université et sont pratiquement inséparables depuis. Maya a toujours été un pilier dans nos vies. C'est elle qui nous a aidés à monter notre lit IKEA atrocement compliqué lorsque nous avons emménagé. C'est elle qui a apporté de la soupe de nouilles au poulet maison et du gâteau-rade lorsque Chloé et moi avons attrapé le Covid l'année dernière. Elle est enseignante en CE1, ce qui est tout à fait logique car elle dégage cette énergie incroyablement calme, patiente et bienveillante. Je n'avais jamais pensé à Maya d'une manière romantique ou sexuelle. Oui, objectivement, elle est magnifique. Elle a de longs cheveux noirs ondulés, des yeux noisettes perçants, et cette beauté naturelle et sans effort qui ne nécessite pas 2 heures devant un miroir. Mais pour moi, elle était strictement la meilleure amie de Chloé. De plus, Maya était sortie avec un type nommé Liam pendant près de 2 ans, bien qu'ils aient récemment rompu il y a environ 4 mois parce qu'il avait dû déménager pour le travail. La première fois que Maya est venue après le début du mandat de la relation libre, c'était juste pour emprunter un moule à gâteau spécifique pour une vente de pâtisserie de l'école. Chloé était, comme on pouvait s'y attendre, en rendez-vous avec le propriétaire de la brasserie. Maya est entrée dans l'appartement, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est arrêtée net. « Mon Dieu », a-t-elle dit, sa voix baissant d'un ton. « Tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'avais pas prévu de le dire à qui que ce soit. J'avais tellement honte de la situation, mais en regardant le visage sincèrement inquiet de Maya, le barrage a cédé. J'ai tout déballé. Je lui ai parlé du dîner du mardi, des applications de rencontres, du nombre impressionnant d'hommes que Chloé voyait, des nuits tardives, de la manipulation psychologique, de la solitude angoissante de rester assise dans l'appartement pendant que ma copine était dehors. À se faire belle pour des inconnus. Maya ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle est restée assise sur le bord de la table basse, les yeux rivés sur les miens, écoutant activement. Quand j'ai finalement terminé mon monologue, épuisé et à bout de souffle, Maya a poussé un long et lourd soupir et a secoué la tête. « Ce n'est pas une relation libre », a dit fermement Maya, sa voix empreinte de dégoût. Une relation libre exige un consentement mutuel et enthousiaste, des limites et du respect. Ce que Chloé fait, c'est simplement utiliser une étiquette à la mode pour te tromper sans aucune conséquence. Tout en te gardant sous la main pour ne pas avoir à payer le loyer en entier ou à se sentir seule les soirs où elle est libre. Elle se sert de toi. Entendre quelqu'un d'autre, en particulier sa meilleure amie, dire exactement ce que je ressentais, c'était comme prendre une énorme bouffée d'oxygène après avoir été sous l'eau pendant un mois. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas insécure. On abusait de moi. Après cette nuit-là, Maya a commencé à venir beaucoup plus souvent. Habituellement, elle m'envoyait un SMS pour savoir si Chloé était sortie. Quand je confirmais que j'étais seul, Maya débarquait avec de la nourriture à emporter, un pack de 6 bières, ou un nouveau film à regarder. Nous passions du temps sur le canapé à manger du pad thai, à parler de nos journées, à rire de blagues stupides. C'était si incroyablement agréable d'avoir quelqu'un dans l'appartement qui me regardait vraiment, qui me posait des questions sur ma vie, qui ne me traitait pas comme un meuble invisible. Environ 5 semaines après le début de la phase d'exploration de Chloé, Maya est venue un vendredi soir. Chloé était sortie dans un club avec un gars qu'elle avait rencontré sur Hinge. Maya est entrée, l'air inhabituellement tendu. Elle n'arrêtait pas de tourner nerveusement la bague en argent à son index, un signe révélateur que son anxiété montait en flèche. Nous étions assises aux extrémités opposées du canapé, une pizza à moitié mangée sur la table entre nous. « Je dois te dire quelque chose », a soudainement dit Maya, fixant intensément ses mains. Et je sais que ça pourrait tout gâcher, et que ça pourrait rendre les choses bizarres, mais je ne peux littéralement plus faire semblant. Pas après avoir vu ce qu'elle te fait subir. Mon estomac a fait un saut étrange et compliqué. Au plus profond de la partie la plus sombre et la plus silencieuse de mon cerveau, je pense que je savais exactement ce qu'elle allait dire.
J'ai des sentiments pour toi depuis très, très longtemps, a avoué Maya, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, bien que dans l'appartement silencieux, cela sonnait comme un mégaphone. Depuis avant même que toi et Chloé ne soyez officiellement ensemble. Mais tu l'as choisi, et c'est ma meilleure amie, alors j'ai enfoui ça au fond de moi. Je n'ai jamais dit un mot. J'ai commencé à sortir avec Liam, en espérant que je tomberais amoureuse de lui et que je t'oublierais. Elle a laissé échapper un petit rire amer et triste. Évidemment, ça n'a pas marché. Je suis restée assise là, complètement paralysée, essayant de traiter ce changement monumental dans ma réalité. Maya, brillante, gentille, belle Maya, était amoureuse de moi. Comment avais-je pu être si incroyablement aveugle? J'ai repensé aux 3 dernières années. Maya était celle qui se souvenait toujours de ma bière artisanale obscure préférée et me l'achetait pour mes anniversaires. Maya était celle qui écoutait vraiment quand je râlais à propos de mon travail en logistique. Maya était celle qui prenait de mes nouvelles. Pendant que j'étais occupé à vénérer le sol sur lequel Chloé marchait, Chloé me prenait pour acquise, et Maya m'aimait tranquillement, douloureusement, en coulisses. Tu n'as rien à dire, a ajouté rapidement Maya, interprétant mon silence comme un rejet. Une rougeur monta à son cou. C'est juste que... J'avais besoin que tu le saches. Parce que voir Chloé te traiter comme un déchet jetable, voir à quel point tu souffres chaque jour, ça me tue. Tu vaux tellement mieux que ça. Tu mérites quelqu'un qui te veut vraiment. Je l'ai regardé. Je veux dire, je l'ai vraiment regardé. Elle portait un simple pull d'université gris trop grand et un jean délavé. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, quelques mèches sombres encadrant son visage. Elle ne portait pas une once de maquillage. Elle ne portait pas une robe rouge moulante. Elle ne sentait pas la boîte de nuit. Elle ressemblait juste à un foyer. Et à cette seconde précise, la dernière corde qui attachait mon cœur à Chloé s'est violemment rompue. Chloé croyait honnêtement que j'allais rester assis sur ce canapé pour toujours, un idiot pathétique et loyal, pendant qu'elle paradait à travers la ville, couchant avec qui elle voulait. Elle pensait que j'étais complètement piégé. Elle pensait que j'étais impuissant. Elle avait tellement tort. Le chapitre de ma vie où je jouais la victime était terminé. Il était temps de réécrire les règles de son petit jeu. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une soudaine montée de confiance électrique. Je me suis déplacé sur le canapé, comblant la distance entre nous. Maya, ai-je commencé, ma voix me surprenant par sa tranquillité et sa profondeur. Elle a levé les yeux, ses yeux noisettes grands et vulnérables. Je sais que c'est incroyablement compliqué. Je sais que ça va provoquer une énorme explosion, mais j'en ai tellement marre d'être son paillasson. Je n'ai pas attendu qu'elle réfléchisse trop. J'ai tendu la main, j'ai délicatement pris son visage en coupe, je me suis penché et je l'ai embrassé. Je m'attendais pleinement à ressentir une vague massive de culpabilité. Je m'attendais à ce que des alarmes se déclenchent dans ma tête, hurlant à la trahison et à la confiance brisée. Mais alors que ses mains se sont immédiatement emmêlées dans mes cheveux, et qu'elle m'a embrassé en retour avec une intensité désespérée, longtemps contenue, je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une justesse pure et sans mélange. Ce n'était pas juste un baiser. Nous avons fini par aller dans la chambre de Maya et Chloé, bien que je m'en fichais, et nous avons passé toute la nuit ensemble. Et laissez-moi vous dire, ce fut une révélation. Ce n'était pas seulement physique, c'était profondément émotionnel. Maya me regardait vraiment. Elle remarquait quand ma respiration changeait. Elle me demandait ce qui me faisait du bien. Elle était entièrement présente dans l'instant. C'était l'antithèse complète de la dynamique de colocataire froid et déconnecté que je subissais avec Chloé. Après, allongée là dans le noir avec Maya, sa tête reposant sur ma poitrine, ses doigts traçant de légers motifs sur mon estomac, la réalité de ce que nous venions de faire m'a submergé. Je venais de coucher avec la meilleure amie de ma copine depuis 10 ans, dans notre appartement, dans notre lit. C'était la ligne ultime à franchir. Qu'est-ce qu'on va faire, a murmuré Maya dans l'obscurité, sa voix stable mais teintée d'anticipation. J'ai fixé les ombres au plafond. J'ai cherché dans mon âme une once de regret, une lueur de remords. Il n'y en avait aucune, seulement un sentiment de soulagement massif et écrasant. Le poids suffocant que je portais depuis 5 semaines avait complètement disparu. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Maya s'est redressée sur un coude, me regardant, ses cheveux tombant sur son épaule. Je ne le regrette pas. Et toi? Pas même une fraction de seconde, ai-je dit,
l'attirant vers moi pour un autre baiser. Et je le pensais. Parce que pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, ma vision était d'une clarté cristalline. Je n'étais pas le méchant ici. Je n'étais pas celui qui avait brisé la confiance. Chloé voulait une relation libre? Très bien, elle l'a eue. Mais elle était sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences catastrophiques. Chloé va complètement perdre la tête quand elle l'apprendra, ai-je noté, un sourire sombre et vengeur se dessinant sur mon visage. Oh, elle va devenir folle furieuse, a convenu Maya, une lueur de malice similaire dans ses yeux. Mais n'est-ce pas drôle? Elle pense que c'est parfaitement acceptable pour elle de coucher avec la moitié de la ville, mais la simple pensée que tu puisses même regarder une autre femme la mettrait probablement à l'hôpital. Elle avait entièrement raison. Et c'est exactement à ce moment-là que le plan s'est formé dans ma tête. Je n'allais pas simplement rompre avec Chloé. C'était trop facile. J'allais lui administrer une dose massive et impossible à avaler de sa propre médecine. J'allais lui faire ressentir exactement la même paranoïa, la même jalousie et la même impuissance qu'elle m'avait infligée. Je n'ai pas tout de suite parlé de Maya à Chloé. Ça aurait gâché le plaisir. Une partie de moi, la partie mesquine et profondément blessée, voulait la torturer lentement avec de petits indices, juste pour la regarder se tortiller et réaliser que son filet de sécurité avait disparu. Après l'avoir regardée appliquer avec enthousiasme du rouge à lèvres pour d'autres hommes pendant plus d'un mois, j'ai estimé qu'elle méritait pleinement de subir le lent et angoissant supplice d'être mise à l'écart. Le matin après que Maya et moi ayons couché ensemble pour la première fois, Maya est partie tôt. Chloé est rentrée quelques heures plus tard, vers 10 heures, sentant la fumée froide et tenant un café glacé. Elle avait prétendument dormi chez son amie Sarah, bien que j'étais sûr à 99% que Sarah était en fait un type nommé Steve. Elle est entrée dans la cuisine, incroyablement bavarde, se lançant dans une histoire ennuyeuse sur sa nuit. C'est là que j'ai négligemment lâché le premier indice. Oh, au fait, Maya est passée hier soir, ai-je dit, sans même lever les yeux des œufs que je brouillais. Mon ton était parfaitement léger et désinvolte. On a passé un super moment. On a juste parlé pendant des heures. La main de Chloé s'est complètement figée sur la poignée du réfrigérateur. Toute sa posture s'est raidie. Maya était ici? Ouais, ai-je dit, la regardant enfin et lui offrant un sourire chaleureux et sincère. On a juste traîné sur le canapé. Elle est honnêtement si incroyablement facile à vivre. Je ne pense pas avoir jamais réalisé à quel point elle est drôle. Chloé a claqué la porte du réfrigérateur un peu trop fort. Le carton de lait à l'intérieur a vibré. Et de quoi avez-vous parlé exactement pendant des heures? Oh, tu sais, juste de la vie, des relations, des trucs profonds, ai-je répondu en haussant les épaules, éteignant le feu. C'était vraiment rafraîchissant. L'expression sur le visage de Chloé était d'une perfection cinématographique absolue. C'était un mélange de confusion totale, de panique grandissante et de suspicion intense. Elle a passé l'heure suivante assise sur un tabouret de bar, envoyant des SMS agressifs à quelqu'un, bombardant presque certainement Maya de questions tout en faisant semblant de faire défiler TikTok. Je sentais ses yeux se poser sur moi toutes les 30 secondes, essayant de lire mon langage corporel, essayant désespérément de savoir si j'insinuais quelque chose de plus. Au cours des 2 semaines suivantes, Maya et moi avons entretenu une véritable relation secrète. Nous étions incroyablement prudents. Nous nous voyions principalement chez Maya, où nous allions dans des villes à 45 minutes de route pour dîner dans des restaurants où nous savions que nous ne serions pas repérés. Mais à l'appartement, j'ai poussé la guerre psychologique au niveau 11. J'ai commencé à mentionner Maya nonchalamment et constamment. Si Chloé regardait une série, je disais, oh, Maya et moi parlions justement de cet épisode. Si Chloé ramenait de la nourriture à emporter, je disais, Maya m'a montré ce nouveau restaurant taille incroyable, on devrait y aller un de ces jours. Chaque fois que son nom quittait ma bouche, la mâchoire de Chloé se serrait visiblement, et elle avait ce regard tendu et crispé autour des yeux, comme si elle essayait physiquement de retenir un cri. Un samedi matin, j'étais assis sur le canapé, souriant et riant doucement en envoyant des SMS à Maya. Chloé, qui était censée se préparer pour un brunch avec le conseiller financier, a pratiquement plongé à travers le salon pour regarder par-dessus mon épaule. « À qui tu écris qui est si drôle ?» a-t-elle demandé, essayant de forcer un gloussement léger qui sonnait entièrement maniaque. « Juste Maya, ai-je dit, verrouillant l'écran de mon téléphone et le glissant dans ma poche. Elle m'a envoyé un mème hilarant sur ce nouveau film dont on parlait.
Le visage de Chloé s'est tordu en un masque de pure agonie. Vous vous parlez beaucoup ces derniers temps. Ouais, ai-je souri, me penchant en arrière. On se connecte vraiment. Elle me comprend, tu sais. Ce fut le point de bascule. Chloé a complètement abandonné toute prétention d'être la petite amie cool et ouverte d'esprit. Elle s'est transformée en une véritable détective privée. Elle a commencé cette routine incroyablement pathétique où elle essayait de vérifier mon téléphone en douce quand je le laissais sur le comptoir. Elle pensait être discrète, mais je le laissais intentionnellement déverrouillé pendant que j'allais aux toilettes, me tenant juste hors de vue dans le couloir pour la regarder frénétiquement faire défiler mes messages. Le génie de la chose, c'est que je supprimais méticuleusement toute preuve tangible de ma relation physique avec Maya. J'effaçais tous les SMS, tu me manques, et les détails logistiques de fin de soirée. Je ne laissais qu'une énorme traînée de messages très engageants, émotionnellement intimes, mais techniquement platoniques, des blagues privées, de longs paragraphes sur nos enfances, le partage de playlists musicales. C'était assez pour prouver que nous étions extrêmement proches, mais pas assez pour prouver explicitement que nous couchions ensemble. Ça a rendu Chloé absolument folle. Elle ne pouvait pas m'accuser de la tromper sans admettre qu'elle fouillait dans mes affaires. Et elle ne pouvait pas se plaindre de notre intimité émotionnelle sans passer pour une énorme hypocrite. Puis son comportement est passé de l'espionnage à la traque pure et simple. Je mentionnais intentionnellement à Chloé que j'allais prendre un café dans un café spécifique près de mon bureau à 13h. Sans faute, à 13h05, Chloé se trouvait soudainement dans le quartier et franchissait la porte, ses yeux balayant frénétiquement la pièce pour voir avec qui j'étais assis. Si je disais que je retrouvais des collègues dans un bar sportif, elle se pointait une heure plus tard, prétendant que ses plans étaient tombés à l'eau. Le développement le plus satisfaisant, cependant, fut que Chloé a complètement arrêté d'aller à ses propres rendez-vous. Le coach de CrossFit l'a ghosté. Le propriétaire de la brasserie a annulé. Soudain, la femme qui ne pouvait pas passer un seul vendredi soir à la maison était constamment sur le canapé, me demandant agressivement si je voulais commander une pizza et regarder un film. C'était un comportement territorial de Manuel. Elle essayait désespérément de marquer son territoire et de me récupérer, entièrement terrifiée par le monstre qu'elle avait créé. Après 3 semaines de cette danse angoissante, chaque tentative de sa part de se rapprocher étant accueillie par une distance polie mais glaciale de ma part, elle a finalement craqué. Nous étions dans la cuisine. Je versais un verre d'eau et elle faisait les 100 pas, se rongeant l'ongle du pouce. « Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre » a-t-elle lâché, la voix tremblante. J'ai pris une longue gorgée de mon eau, m'appuyant contre le comptoir. N'est-ce pas là le principe fondamental d'une relation libre, Chloé? Voir d'autres personnes? Explorer? Oui, mais qui? A-t-elle exigé, sa voix montant dans les aigus. Elle s'est approchée, les yeux grands et maniaques. C'est Maya? Est-ce que tu couches avec ma meilleure amie? Je lui ai juste fait un sourire calme et exaspérément poli. Je pensais que nos règles établies étaient que nous ne devions pas partager de détails intimes sur nos autres partenaires. N'est-ce pas exactement ce que tu m'as dit quand je t'ai posé des questions sur ton rendez-vous avec le gars de Bumble le mois dernier? Chloé a complètement perdu le sens de la réalité. Elle a commencé à traquer agressivement mon Instagram, vérifiant chaque personne qui aimait mes photos. Elle a tourné son obsession vers les réseaux sociaux de Maya, analysant chaque story que Maya publiait, cherchant des reflets dans les fenêtres ou des arrière-plans familiers. Le coup de grâce final est arrivé un mardi, ironiquement, exactement 2 mois après qu'elle ait proposé la relation libre. Maya avait posté un selfie anodin dans sa story Instagram, tenant une tasse de café. Il avait été pris à l'intérieur du même café où je vais toujours avant le travail. Mon téléphone a sonné moins de 30 secondes après la publication de la story. C'était Chloé. « Tu es avec Maya en ce moment » a-t-elle pratiquement hurlé dans le récepteur. « Chloé, je suis littéralement assis à mon bureau à l'entreprise de logistique, ai-je dit calmement. Mais tu prends toujours ton café à cet endroit. Maya vient de poster une photo de là-bas. Vous vous êtes vus? Tu as dormi chez elle la nuit dernière? Je l'ai laissé hyperventiler pendant une bonne dizaine de secondes avant de répondre. Chloé, ce café sert des centaines de personnes par jour. 2 personnes peuvent exister dans le même code postal sans que ce soit une conspiration. Mais elle n'y croyait plus. La même femme qui avait passé des semaines à rentrer à 3 heures du matin en sentant d'autres hommes, qui avait levé les yeux au ciel quand je posais de simples questions sur ses allées et venues, était maintenant en train de m'interroger agressivement sur ma routine de café du matin. Je racontais ces appels frénétiques à Maya pendant que nous étions allongés dans son lit.
Et Maya riait si fort qu'elle en avait les larmes aux yeux. La petite parcelle de culpabilité que j'avais initialement ressentie à propos de la situation s'était complètement évaporée, remplacée par un profond et satisfaisant sentiment de justice poétique. Elle ne supporte littéralement pas de ne pas avoir toutes les cartes en main, n'est-ce pas? A noté Maya un soir, traçant des motifs sur ma poitrine. Non, ai-je convenu. Et le meilleur, c'est qu'elle ne peut même pas piquer une crise à ce sujet sans admettre publiquement qu'elle n'a jamais voulu une relation éthique et ouverte. Elle voulait juste un laisser-passer pour tricher pendant que je restais enchaîné au radiateur. Cette même nuit, Chloé a décidé de changer de stratégie. Quand je suis rentré à notre appartement, elle était assise raidement sur le canapé, m'attendant. La télévision était éteinte. Les lumières étaient tamisées. On aurait dit le décor d'une négociation d'otages. Nous devons parler, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse maturité. Je pense que nous devrions refermer la relation. Je suis resté dans l'entrée, enlevant lentement ma veste, la fixant. L'audace était vraiment à couper le souffle. La même personne qui avait parcouru la population masculine de la ville comme si c'était un marathon était maintenant assise là, les mains jointes sur ses genoux, agissant comme si elle faisait un grand et noble sacrifice pour le bien de notre amour. Je pense juste que nous avons assez exploré, a-t-elle continué, se levant et marchant vers moi, tendant les mains pour saisir les miennes. J'ai immédiatement reculé, la laissant ses mains tomber sur ses côtés. Elle a eu l'air blessée mais a continué d'insister. Nous pouvons revenir à ce que c'était avant. Juste toi et moi. Tu me manques. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai laissé échapper un rire sec, fort et sincère. Le son a résonné dans l'appartement silencieux. Juste toi et moi. Comme si les 2 derniers mois où tu m'as traité comme un fantôme invisible n'avaient jamais eu lieu. Eh bien, oui, a-t-elle dit, le front plissé dans une confusion sincère. N'est-ce pas exactement ce que tu suppliais? Tu n'as pas semblé heureuse avec la relation libre du tout, alors je fais un compromis. C'était ça. Le sommet absolu de son délire. J'ai décidé que les jeux étaient officiellement terminés. Il était temps de faire exploser la bombe. Tu as entièrement raison, Chloé. Je n'ai pas été heureuse, ai-je dit, ma voix abandonnant son ton enjoué pour devenir froide et dure comme de l'acier. Je n'ai pas été heureuse d'être assise dans cet appartement à t'écouter te préparer pour un nouveau gars un soir sur 2. Je n'ai pas été heureuse de sentir le parfum d'autres hommes sur nos draps. Je n'ai pas été heureuse de te voir ignorer complètement mon existence. Son visage a pris ce masque de sympathie pathétique et étudié. Je sais que c'était dur pour toi, chérie, mais c'est exactement pour ça que je dis que nous devrions refermer les choses. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Nous pouvons travailler sur nous. Travailler sur nous? Ai-je répété, mon ton dégoulinant de venin. Comme la façon dont tu as si assidûment travaillé à connaître toute la population masculine de la région des 3 États. C'est complètement injuste, a-t-elle crié, sa colère défensive s'enflammant instantanément. Tu as accepté la relation libre. Tu m'as donné la permission. Tu aurais pu sortir aussi. Tu as simplement choisi d'être une victime. Oh, mais je suis sorti avec des gens, Chloé, ai-je dit, maintenant un contact visuel terrifiant. Je vois quelqu'un. Tout le sang a instantanément quitté le visage de Chloé. Elle est devenue visiblement pâle, maladive. On aurait dit qu'elle venait d'être physiquement frappée. Quoi? Qui? Qui est-ce? Pourquoi est-ce que ça a de l'importance, ai-je demandé nonchalamment, en croisant les bras. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Que nous explorions toutes les deux, que nous ayons toutes les deux de nouvelles expériences excitantes à ramener au nid. Elle s'est jetée en avant, saisissant ma chemise. Bien sûr que ça a de l'importance. Avec qui diable couches-tu? Depuis combien de temps ça dure? C'est Maya, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, c'est Maya. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, complètement immobile, la laissant sombrer dans la folie. Elle a lâché ma chemise et a commencé à faire les 100 pas frénétiquement dans le salon, sa respiration saccadée, passant ses mains dans ses cheveux comme une folle. C'est Maya. Je le savais. Je le savais. C'est pour ça que tu me la mets sous le nez. C'est pour ça qu'elle ignore mes SMS depuis 2 semaines. Ma propre meilleure amie. Tu couches avec ma meilleure amie. Elle a arrêté de faire les 100 pas et a pointé un doigt tremblant sur ma poitrine. C'est vraiment, vraiment drôle comme tu as le droit de coucher avec qui tu veux,
mais à la seconde où je fais exactement la même chose, c'est un énorme problème. Mais c'est Maya, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant, des larmes de pure rage coulant sur ses joues. C'est ma meilleure amie depuis 10 ans. Tu ne peux pas coucher avec ma meilleure amie. En fait, ai-je dit, ma voix étrangement calme couvrant ses cris, je peux, et je l'ai fait. Chloé s'est arrêtée net. Le silence dans la pièce était assourdissant. Elle m'a fixé, la bouche légèrement ouverte, complètement incapable de traiter les mots. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai couché avec Maya, plusieurs fois, en fait, ai-je déclaré clairement, en articulant chaque mot pour qu'il n'y ait aucune place à une mauvaise interprétation. Et honnêtement, Chloé, c'était spectaculaire. Elle se soucie vraiment de mes sentiments. Elle me regarde vraiment quand je parle, ce qui est infiniment plus que ce que je peux dire de toi. Le visage de Chloé est passé du choc à la rage psychotique pure et sans mélange en une fraction de seconde. Tu mens. Tu essaies juste de me faire du mal. Maya ne me ferait jamais, jamais ça. Nous sommes des sœurs. Vraiment? Parce qu'elle semblait plutôt enthousiaste à l'idée, ai-je contré, remuant le couteau dans la plaie. Tu veux savoir autre chose? Elle est amoureuse de moi depuis des années. Même quand elle sortait avec Liam, elle pensait à moi. Elle attendait juste que tu ruines inévitablement notre relation. Et tu me l'as servi sur un plateau d'argent. Tu inventes tout ça, a-t-elle crié, bien que je puisse voir la terreur absolue et la prise de conscience poindre dans ses yeux. Vraiment pas, ai-je dit, faisant un pas vers elle. Tu te souviens de jeudi dernier, quand tu étais dans ce club avec le gars de Hinge. Maya est venue ici. Nous nous sommes assis sur ce même canapé. Nous avons parlé pendant des heures, puis nous sommes allés dans cette chambre et nous avons couché ensemble. Elle me voit comme un être humain. Chloé. Pas seulement comme un filet de sécurité pratique qui attend de payer la moitié de ton loyer pendant que tu vis tes fantasmes de célibataire. Chloé a violemment attrapé son téléphone sur le comptoir, ses mains tremblant si fort qu'elle l'a presque fait tomber. Je ne crois pas un mot de tout ça. Je l'appelle tout de suite. Maya ne. Vérifie d'abord tes SMS avec elle, les jeux interrompus doucement. Remarque comme elle a été incroyablement distante dernièrement. Comment elle met des heures à répondre par des réponses d'un seul mot. Remarque comme elle ne t'a pas proposé de sortir depuis 3 semaines. Chloé a frénétiquement déverrouillé son téléphone, son pouce défilant violemment à travers ses messages. J'ai regardé ses yeux aller et venir alors qu'elle lisait les preuves du retrait lent et délibéré de Maya. Le téléphone a glissé de sa main, tombant avec un cliquetis sur le comptoir de la cuisine. Ça ne peut pas arriver, a-t-elle marmonné, sa voix se brisant, la colère se dissolvant complètement en une panique pathétique et gémissante. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Oh, vraiment, ai-je ri, un son dur et impitoyable. Comment ça devait se passer exactement, Chloé? Tu sors, tu te saoules, tu couches avec une parade d'inconnus, et je reste juste ici pour toujours à jouer le petit ami loyal et pathétique? Croyais-tu honnêtement, vraiment, que je ne finirais pas par trouver quelqu'un qui me valorise réellement? Mais pas Maya, a-t-elle sangloté, s'effondrant sur le tabouret de bar, enfouissant son visage dans ses mains. N'importe qui, mais pas Maya. Tu savais que ça me détruirait. Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement perdu mon sang-froid. La façade calme s'est brisée et des semaines d'agonie refoulée ont explosé. Te détruire, ai-je rugi, la faisant physiquement sursauter. Et le fait que tu m'aies détruite? As-tu jamais, ne serait-ce qu'une fois, pensé à ce que ça faisait de regarder la femme que j'aimais mettre une nouvelle robe pour aller coucher avec un autre homme? T'es-tu soucié quand j'étais allongé, éveillé, à 3 heures du matin? Me demandant dans quel lit tu étais? T'es-tu soucié que j'étais entièrement, complètement brisé pendant que tu t'éclatais? C'était différent, a-t-elle pleuré, levant les yeux vers moi, le mascara coulant sur son visage. C'était juste physique. Ces gars ne signifiaient absolument rien pour moi. Je n'aime que toi. Oh, alors ça arrange les choses, me suis-je moqué, dégoûté. Le fait que tu aies été parfaitement disposé à briser mon cœur et à détruire notre relation de 3 ans pour des coups d'un soir sans importance, ça arrange les choses? Parce que devine quoi, Chloé? Ce que Maya et moi avons. Ce n'est pas sans importance. C'est réel. Nous avons de vraies conversations qui ne tournent pas autour de tes besoins égoïstes. C'est quand la dernière fois que toi et moi avons eu une connexion sincère? Chloé est restée assise là, complètement défaite,
ses épaules secouées par des sanglots dramatiques et massifs. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu romps avec moi? Tu veux être avec Maya maintenant? Je dis, ai-je déclaré, ma voix retrouvant un calme froid et résolu, que ta petite expérience de relation libre m'a montré avec succès exactement ce que je veux pour mon avenir, et ce n'est absolument pas quelqu'un qui me traite comme une option secondaire. C'est fini. Elle a réessayé la tactique des larmes. Les gros sanglots haletants qui, 2 mois plus tôt, m'auraient mis à genoux, suppliant son pardon. Mais en la regardant maintenant, tout ce que je ressentais était un vide profond et creux. Je ne ressentais rien. On peut arranger ça, a-t-elle supplié, tendant une main tremblante vers moi. S'il te plaît, on peut couper Maya de nos vies. On peut déménager dans un nouvel appartement. On peut tout recommencer. Non, on ne peut pas, ai-je secoué la tête, m'éloignant de sa portée. Parce que je sais enfin ce que ça fait d'être choisi en premier. Je ne me contenterai plus jamais de tes miettes. C'est alors que la tristesse de Chloé s'est instantanément transformée en une colère erratique et désespérée. Elle a arraché ses clés de voiture du comptoir, les yeux fous. Très bien. Tu veux tout gâcher? Je vais à l'appartement de Maya tout de suite. Je vais régler ça avec cette traîtresse une bonne fois pour toutes. Elle est sortie de l'appartement en trombe, claquant la porte d'entrée si fort que les cadres photos sur le mur ont tremblé. À la seconde même où la porte s'est refermée, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maya. Et, missile en approche. Chloé sait tout et elle fonce actuellement vers chez toi. Maya n'a même pas eu l'air surprise. Laisse-la venir. J'attendais ça. Tu veux que je vienne? Ai-je demandé, attrapant déjà ma veste. Elle est complètement hors de contrôle en ce moment. Non, a dit fermement Maya, sa voix dégageant un calme terrifiant. Je dois gérer ça toute seule. Elle a été ma meilleure amie pendant 10 ans. Je lui dois au moins la courtoisie de la regarder dans les yeux quand je lui dirai qu'elle est une personne horrible. Reste là. J'ai passé l'heure suivante à faire les 100 pas dans le salon, vérifiant mon téléphone toutes les 45 secondes. L'énergie dans l'appartement était lourde et électrique, comme le calme terrifiant juste avant un énorme orage. Finalement, mon téléphone a sonné. C'était Maya. Sa voix était légèrement tremblante d'adrénaline, mais elle riait. Elle est littéralement arrivée en hurlant, a raconté Maya. Des hurlements hystériques dans le couloir. Monsieur Henderson, mon voisin d'en face, a ouvert sa porte en tenant un club de golf parce qu'il pensait qu'on m'assassinait. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé, m'asseyant lourdement sur le canapé. Je lui ai dit la vérité exacte, a dit Maya, en prenant une profonde inspiration. Je lui ai dit que je suis amoureuse de toi depuis 3 ans. Je lui ai dit que l'avoir te manipulé et abusé de toi au cours des 2 derniers mois m'a fait réaliser qu'elle ne méritait jamais ta loyauté ni mon amitié. Je lui ai dit que coucher avec toi était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et que je ne regrette pas une seule seconde. Comment a-t-elle réagi à ça? Elle a complètement perdu la tête, a continué Maya. Elle a essayé de me bousculer pour entrer dans l'appartement, pour voir si tu te cachais dans mon placard. Quand j'ai bloqué la porte, elle a commencé à énumérer toutes les fois où nous nous étions vus au cours des 3 dernières années. Nous accusant d'avoir une liaison secrète depuis des années. Elle a mentionné la fois où tu m'as aidé à déplacer mon canapé en 2021. Elle s'est convaincue que chaque fois que nous nous sommes parlé, nous complotions sa chute. C'est de la folie. Ensuite, elle s'est littéralement laissée glisser le long de ma porte et a commencé à sangloter hystériquement, en disant que j'avais ruiné sa vie, a poursuivi Maya. Elle n'est partie que parce que Monsieur Henderson a menacé d'appeler la police pour tapage nocturne, mais pas avant de crier qu'elle ne me pardonnerait jamais. Environ 20 minutes après avoir raccroché avec Maya, la porte d'entrée de mon appartement s'est ouverte en grand. Chloé est entrée. Elle avait l'air absolument sauvage. Son maquillage était étalé sur ses joues, ses cheveux étaient un désordre emmêlé, et elle hyperventilait. Elle m'a vu assis calmement sur le canapé et a de nouveau complètement perdu le contrôle. Tu lui envoies des SMS en ce moment? A-t-elle hurlé, jetant violemment son lourd sac à main en cuir à travers la pièce. Il a heurté une lampe, la renversant. Vous planifiez votre prochain petit coup? Depuis combien de temps vous vous moquez de moi dans mon dos? Personne ne se moque de toi, Chloé, ai-je dit, sans même tressaillir à la vue de la lampe cassée. Tu t'es infligé ça toute seule. Je n'ai rien fait, a-t-elle crié, frappant du pied comme une enfant capricieuse.
J'ai suggéré une dynamique relationnelle progressive et moderne pour renforcer notre lien. Je ne t'ai pas dit d'aller ma meilleure amie. Non, ai-je répondu en me levant. Tu voulais juste ma permission explicite pour coucher avec qui tu voulais, quand tu le voulais, tout en me gardant enfermé dans une petite boîte sur une étagère, comme ton plan de secours au cas où le marché des rencontres ne fonctionnerait pas. Elle n'avait aucun argument contre ça, parce qu'elle savait que c'était la vérité absolue. Au lieu de cela, elle a marché jusqu'à la chambre et a commencé à attraper frénétiquement des choses, des vêtements, des chaussures, des photos de nous encadrer, des cadeaux que je lui avais achetés et elle les jetait violemment dans une boîte en carton Amazon qu'elle a trouvée dans le placard. « Je vais rester chez Sarah », a-t-elle crié depuis la chambre, sa voix pleine de larmes. « Ma vraie amie, quelqu'un qui n'est pas une traîtresse, ça me va », ai-je répondu, m'appuyant contre le cadre de la porte, la regardant faire ses bagages. « Prends ce que tu veux. Laisse juste ta clé sur le comptoir. » Cela l'a fait se figer. Elle a arrêté de jeter des chaussures dans la boîte et s'est lentement retournée. Elle m'a regardé, les yeux rouges et gonflés, cherchant sur mon visage le moindre signe d'hésitation. « C'est tout ? Tu ne vas même pas essayer de m'arrêter ? Tu jettes juste 3 ans comme ça ? Pourquoi diable t'arrêterais-je ? ai-je demandé, ma voix dénuée de toute émotion. Tu as rendu incroyablement clair au cours des 2 derniers mois ce qui compte vraiment pour toi. Et ce n'était certainement pas moi, ni cette relation. Elle s'est affalée sur le bord du lit, paraissant soudain incroyablement petite et fragile. La colère maniaque a disparu, remplacée par une prise de conscience dévastatrice et pathétique. Je pensais, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Je pensais que tu serais toujours là. Je pensais que peu importe avec qui je sortirais ou ce que je ferais, tu m'attendrais quand je serais enfin prête à me poser et à me marier. Et voilà, la vérité laide et brute, finalement traînée au grand jour. Je n'ai jamais été sa partenaire. J'étais sa police d'assurance. J'étais la fin heureuse, sûre et ennuyeuse garantie, sur laquelle elle prévoyait de se rabattre après s'être amusée avec le reste du monde. Eh bien, tu t'es trompé, lui ai-je dit, sentant un sentiment final et définitif de clôture m'envahir. Je suis un être humain, Chloé. J'ai des sentiments. J'ai de l'amour-propre, et je mérite bien mieux que d'être ton deuxième choix pratique. Mais tu n'étais pas mon deuxième choix, a-t-elle sangloté, enfouissant son visage dans ses mains. Je t'aime. Non, Chloé, l'ai-je corrigé doucement. Tu aimes m'avoir à disposition quand ça t'arrange. Il y a une énorme différence. Elle a pleuré pendant encore 10 minutes, mais je n'ai pas bougé un muscle pour la réconforter. Finalement, elle a ramassé sa boîte emballée à la hâte. Je viendrai chercher le reste de mes meubles et de mes vêtements ce week-end, a-t-elle marmonné, sans me regarder dans les yeux. Je ne peux pas être dans cette pièce en ce moment. Après que la porte d'entrée se soit finalement refermée derrière elle, je suis resté seul dans l'appartement silencieux. J'ai regardé les espaces vides où se trouvaient autrefois ses affaires. Je m'attendais à être dévasté. Je m'attendais à pleurer, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment de paix immense et profond. Je pouvais enfin respirer sans que ma poitrine ne me fasse mal. J'ai appelé Maya. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Nous avons parlé des retombées, du chaos que nous venions de déchaîner, mais surtout nous avons parlé de nous, de la façon dont nous allions naviguer vers l'avenir. Maya a mentionné que Chloé était déjà en train de faire exploser la conversation de groupe de leur groupe d'amis communs, racontant une histoire folle et fabriquée sur la façon dont Maya et moi avions une liaison secrète et illicite depuis plus d'1 an. Et comment elle était la victime innocente et prise au dépourvu. Est-ce que ce qu'ils pensent importe, lui ai-je demandé. Pas le moins du monde, a dit Maya, sa voix chaude et endormie. Les amis qui comptent vraiment savent exactement qui est Chloé. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Je sais ce qui est réel. Le samedi suivant, Chloé est revenue à l'appartement pour déménager le reste de ses affaires. Elle n'est pas venue seule. Elle a amené Sarah et 2 autres filles de son agence de relations publiques que je connaissais à peine. Elles sont toutes entrées dans l'appartement avec les mêmes regards méchants et critiques, me fixant comme si j'étais un tueur en série condamné. Chloé les avait clairement convaincus de son récit de victime. Ta machine à expresso est à moi, a claqué Chloé, entrant dans la cuisine et débranchant agressivement la prise du mur. Je te l'ai achetée pour ton anniversaire, mais tu ne la mérites pas. Prends-la, ai-je dit, m'appuyant contre le mur, buvant un verre d'eau. Je me fichais littéralement des biens matériels. Je voulais juste qu'elle sorte de mon espace.
À peu près à mi-chemin de leur session de rangement incroyablement tendue et agressive, la porte d'entrée s'est déverrouillée. J'avais donné un double des clés à Maya 3 jours plus tôt. Maya est entrée, portant 2 énormes cafés glacés de notre café préféré. Elle n'avait pas prévu de venir, mais je lui avais envoyé un SMS 1 heure plus tôt en disant que j'étais encerclé par des forces hostiles et que j'avais besoin de caféine, et elle a immédiatement lu entre les lignes. L'appartement entier est devenu silencieux quand Maya est entrée. Les amis de Chloé ont arrêté de faire des cartons et ont commencé à chuchoter fort et agressivement entre elles, lançant des regards noirs à Maya. Maya les a complètement ignorés. Elle est passée juste devant Chloé, qui avait l'air sur le point d'exploser spontanément, et m'a tendu mon café glacé. Elle a souri, s'est penchée et m'a déposé un doux baiser sur la joue. Sérieusement, a crié Chloé, laissant tomber une pile de livres sur le sol. Tu vas vraiment étaler ça sous mon nez alors que je suis juste là. Maya s'est retournée, son expression parfaitement, terrifiante de calme. Elle n'a pas haussé le ton. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait juste l'air complètement imperturbable. Personne n'étale quoi que ce soit, Chloé. J'apporte simplement un café à mon copain pendant qu'il gère cette situation. C'était la toute première fois que l'un de nous utilisait explicitement cette étiquette à voix haute. L'entendre résonner dans l'appartement silencieux était la meilleure sensation du monde. Chloé avait l'air d'avoir été giflée en plein visage. Elle a laissé échapper un bruit étranglé de frustration, s'est retournée et a furieusement commencé à jeter ses vêtements dans des sacs poubelles. Le rangement s'est déroulé beaucoup plus vite après ça. Ses amis se sont dépêchés de prendre des boîtes et des sacs, essayant désespérément de faire sortir Chloé de l'appartement avant qu'elle n'ait une autre crise de nerfs à grande échelle. Quand elles ont finalement tout chargé près de la porte d'entrée, Chloé est restée un long moment dans l'entrée. Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes fraîches, jouant la carte de la victime une dernière fois, désespérément. « Je t'ai vraiment aimé », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé Maya, qui se tenait tranquillement à mes côtés, sa présence étant une force d'ancrage et de réconfort. « Non, Chloé », ai-je répondu, ma voix ferme et résolue. « Tu aimais m'avoir à disposition. Tu aimais me posséder. Tu ne m'as jamais aimé. » Elle n'a pas eu de réponse à ça. Elle s'est juste retournée et est sortie. C'était il y a exactement 2 semaines. Depuis, ma vie entière s'est complètement transformée. L'appartement, autrefois une source d'anxiété suffocante, est maintenant léger et paisible. Maya et moi sommes officiellement ensemble, bien que nous prenions intentionnellement les choses lentement et que nous les fassions bien. Nous ne nous précipitons pas pour emménager ensemble. Nous apprécions réellement le processus de sortir ensemble. De vraies rencontres sincères. Le week-end dernier, nous sommes allés à notre café préféré du centre-ville. Alors que nous attendions notre commande, nous avons croisé Sarah et une autre amie de Chloé. Elles se sont complètement figées, nous ont fusillé du regard, et nous ont agressivement tourné le dos, refusant de reconnaître notre existence. J'ai ressenti un pic momentané de tension, mais Maya a juste serré ma main, a posé sa tête sur mon épaule et a souri. Chloé continue de faire activement campagne sur les réseaux sociaux, racontant à qui veut bien l'entendre sa trahison tragique. Elle brosse un tableau élaboré de la façon dont je l'ai brutalement trompée, comment Maya a malicieusement volé sa vie, et comment nous nous désirions secrètement pendant que Chloé essayait juste de sauver notre relation. Certaines personnes plus périphériques de notre cercle social la croient et nous ont bloqués. Mais le noyau dur, ceux qui ont réellement été témoins du comportement erratique et égoïste de Chloé pendant ces 2 mois, se sont tranquillement éloignés d'elle et sont restés de notre côté. Hier soir, Maya est venue chez moi. J'étais assis sur le canapé en train de lire un livre. Elle est entrée dans la cuisine, a ouvert son sac fourre-tout et en a sorti une énorme pile de dessins au crayon coloré et désordonnés. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en posant mon livre. Mes élèves de CE1 ont dessiné leurs animaux préférés, a souri Maya en se dirigeant vers mon réfrigérateur. Elle a sorti une poignée d'aimants et a commencé à disposer les dessins grossiers de girafes de travers et de chiens bleu néon sur toute la porte en acier inoxydable. Ton frigo avait l'air bien trop vide et déprimant. Il avait besoin d'un peu de vie. Je suis resté assis là, la regardant méticuleusement arranger les œuvres d'art, et une énorme vague de prise de conscience m'a frappé. C'est exactement ce que je veux. Je ne veux pas d'une partenaire qui cherche constamment la validation d'inconnus. Je ne veux pas d'une relation basée sur l'anxiété, le suivi de localisation et les jeux psychologiques. Je veux quelqu'un qui remarque les petites choses banales. Quelqu'un qui se soucie de rendre mon espace plus chaleureux.
Quelqu'un qui arrive avec un café glacé juste parce qu'elle sait que je suis stressé. Quelqu'un qui apporte des dessins d'enfants pour qu'un appartement vide ressemble à un foyer. Après qu'elle ait fini avec le frigo, j'ai aidé Maya à corriger une énorme pile de tests d'orthographe sur l'îlot de la cuisine, pendant que nous commandions à emporter et regardions un documentaire sur la vie marine des grands fonds. C'était simple. C'était banal. C'était incroyablement, profondément réel. En repensant au chaos absolu des derniers mois, je suis honnêtement, sincèrement reconnaissant que Chloé ait évoqué cette relation libre au dîner ce mardi-là. Pas parce que c'était une bonne idée, c'était la chose la plus toxique et la plus destructrice qu'elle aurait pu faire. Mais parce que son égoïsme a agi comme un catalyseur. Il m'a arraché de force les œillères et m'a montré exactement ce pourquoi je me contentais. Il m'a montré ce dont j'avais réellement besoin chez une partenaire. Quelqu'un qui me choisit activement en premier chaque jour, pas seulement quand le reste du monde ne fait pas attention à elle. C'est ce qui est incroyablement drôle dans la vie. Parfois, les situations les plus terribles et les plus douloureuses sont exactement ce dont vous avez besoin pour vous pousser vers le meilleur résultat possible. Chloé pensait qu'elle ouvrait notre relation pour pouvoir sortir et trouver quelque chose de mieux. Au lieu de cela, elle m'a involontairement poussé directement dans les bras de la bonne personne, qui se tenait tranquillement là, à m'attendre depuis le début.